Je vous souhaite la bienvenue au nom de la Mission Bretonne. Donc c'est la première fois que la Mission Bretonne organise une table ronde. Donc on en est très heureux et puis on espère que ce sera juste une première. Une table ronde sur la transmission des langues de France. Une table ronde là-dessus, la mission, évidemment, nous sommes très engagés depuis très longtemps sur les langues de Bretagne, c'est-à-dire le gallo et le breton. On a beaucoup de cours de breton, nous progressons en gallo, lentement mais sûrement. Voilà, donc c'est un thème qui nous tient à cœur. Voilà, donc je lance cette table ronde. Merci mille fois Gaïd de nous aider, d'être la modératrice de cette table ronde. Merci à tous d'être là pour les écouter. Voilà, je vous remercie beaucoup. Avant de commencer cette table ronde, je voudrais apporter des éclairages sur la notion de langue de France, qui est une notion encore peu usitée et qui recouvre une réalité qui va au-delà des simples langues régionales. Elle est apparue dans l'administration et notamment avec la création d'une mission Langue de France au ministère de la Culture en 2001. Et j'ai occupé justement les fonctions de responsable de la mission des langues de France ces 3 dernières années. J'ai quitté mes fonctions le mois dernier. Cette notion de langue de France elle est apparue en fait à la fin des années 90 dans le cadre de la réflexion du gouvernement sur la ratification ou non de la Charte européenne des langues minoritaires et régionales portée par le Conseil de l'Europe. Et à l'époque, dans les années 90, puisque Jacques Chirac avait signé la Charte, le gouvernement s'était demandé, mais si on la ratifie, quelle langue ça va concerner et combien de langues ça va concerner. Et donc, à l'époque, les ministres respectifs de l'Éducation nationale et de la Culture avaient passé commande pour un rapport pour délimiter justement quelles seraient ces langues de France. Et ce rapport a été rédigé en 1999 par Bernard Cerchilini, qui était alors vice-président du Conseil supérieur de la langue française, et qui dénombrait 75 langues. Alors, je précise que ces 75 langues, le chiffre vous paraît peut-être élevé. En fait, les 2 tiers de ces 75 langues sont des langues d'outre-mer, puisque les territoires d'outre-mer sont particulièrement riches en diversité linguistique. C'est pourquoi nous avons un représentant aussi des langues d'outre-mer qui pourra parler des contextes particuliers des outre-mer. Et puis, bien sûr, dans cette liste, il y a toutes les langues régionales que nous connaissons en hexagone, comme le breton, le basque, l'occitan, le catalan, le corse, l'alsacien, le franco-provençal, les langues d'oïl. Mais je tenais aussi à préciser que Bernard Cerchilini avait tenu à ajouter dans cette liste des langues qu'on appelle langues non territoriales, parce qu'elles ne sont pas parlées historiquement sur le territoire, parce qu'elles n'étaient langue officielle d'aucun pays, et c'était une manière de leur donner une reconnaissance, puisque ces langues sont parlées en France, pour certaines très massivement. Alors ce sont des langues de la diaspora, comme le yiddish, le judéo-espagnol, le romani, l'arménien occidental, mais aussi des langues comme le berbère ou l'arabe dialectal, qui sont des langues très parlées en France, en fait, qui sont les langues les plus parlées aujourd'hui après le français, mais qui ne sont langues officielles d'aucun pays. En tout cas, c'était le cas à l'époque, puisqu'aujourd'hui, le berbère est langue co-officielle en Algérie et au Maroc. Donc voilà pour cet éclaircissement, et donc justement ça représentait un pas dans l'histoire de la politique française, puisque c'était la première fois que le gouvernement se posait la question de la politique vis-à-vis d'autres langues que le français. Et c'est ce qui a mené à la création justement d'une mission Langue de France au ministère de la Culture, à la délégation générale à la langue française et aux langues de France. Alors, c'est une question avec laquelle je peux répondre que la langue maternelle est un trésor, tout simplement. C'est une langue qu'il faut cultiver, parce que c'est la langue qui nous permet d'apprendre à parler dans une langue spécifiquement, et puis en fait, elle nous apprend à parler tout court, c'est-à-dire qu'elle structure le langage. C'est pour ça que la langue maternelle, ou les langues maternelles, sont importantes.
et donne aux enfants la sécurité affective, relationnelle et cognitive. Alors, une sécurité affective parce que c'est la langue qui est parlée par les parents ou les grands-parents ou les personnes qui s'occupent des enfants au quotidien et qui leur permettent de grandir, de bien grandir. Donc, elle pose la sécurité pour les enfants. Puis une sécurité relationnelle aussi, parce que la langue maternelle est la première expérience de communication qu'on fait. Au départ par des babillements, et puis par des petits mots, et puis par des phrases de plus en plus construites. C'est une langue qui nous inscrit aussi dans une communauté de locuteurs. C'est une langue qui nous donne envie de rentrer en contact avec les autres. Dans ces cadres-là, pose la sécurité relationnelle pour les enfants. Et puis enfin, ça donne aussi de la sécurité cognitive. On sait que les langues maternelles structurent le langage, c'est la porte d'entrée dans le langage. Et on peut rentrer dans le langage avec une langue, deux langues. D'ailleurs, le terme même des langues maternelles est peut-être à questionner aujourd'hui, en 2019. On dit langue maternelle parce qu'on entend finalement la langue comme matrice du langage en général, mais peut-être qu'aujourd'hui on peut parler des langues familiales, en incluant aussi la langue de père qui s'occupe beaucoup des enfants. Voilà. Donc en 2019, nous à Djoulala, on préfère parler de langue familiale. Et les langues familiales du coup structurent le langage. Le langage qui est, vous voyez dans cette image, qui est représentée par des racines, et puis les langues maternelles par les troncs de cet arbre. Et plus la langue ou les langues avec lesquelles les enfants apprennent à parler sont riches, sont nuancées, plus le langage pourra se construire avec des racines qui vont porter cet arbre et permettre de fleurir. Et puis les langues, on va apprendre à partir des 7 ans, parce que le langage est une compétence physiologique que les enfants, que tout être humain a. Et ben on les développe entre 0 et 7 ans, et puis surtout entre 0 et 3 ans. Et puis les langues qu'on apprend après 7 ans, les langues qu'on peut rencontrer aussi tout au cours de notre vie, ces structures, elles s'apprennent toujours en référence à la première langue, aux premières langues des enfants. D'où l'importance de parler, nous parents, une langue avec laquelle on se sent bien, une langue spontanée, une langue naturelle, une langue dont on a envie et qui permet de donner envie aux enfants de rentrer à apprendre les mondes qui va être les leurs. Oui, d'accord, merci Anna. Alors je précise que l'association d'une langue à l'autre est basée à Montreuil et fait un gros travail notamment sur les langues parlées sur notre territoire parisien, l'Île-de-France, et où il y a énormément de langues maternelles qui ne sont pas toujours transmises, notamment par des populations issues de l'immigration qui des fois se posent la question de cette transmission ou pas pour veiller à une meilleure intégration de leurs enfants. Et donc c'est le terrain qui est très familier, que Djoulala connaît très bien. Mais alors du coup, je pose une question à Anna. Quand il s'agit par exemple du breton, de l'occitan, du basque, langues pour lesquelles la transmission a malheureusement été l'objet d'une rupture en fait, il y a une rupture de transmission, qu'aujourd'hui il y a beaucoup de Bretons qui n'ont pas grandi avec la langue maternelle, la langue bretonne comme langue familiale, comme langue de première socialisation, comme diraient les sociolinguistes pour être plus précis. Alors qu'en est-il pour ces nouveaux locuteurs de breton? Alors c'est une question qui est assez complexe parce que les formes de bilinguisme sont très variées. Il y a autant de formes de bilinguisme que de locuteurs, je pense. Et que la transmission ne s'y fait pas totalement, ça peut se faire aussi partiellement. Moi j'ai grandi avec l'italien et les vénitiens. J'ai appris les français en âge adulte. Aujourd'hui je parle de plus en plus français à mes enfants, puisque langue aussi pour pousser, pour s'entretenir, a besoin d'une communauté de locuteurs.
Donc ce que j'ai envie de dire, c'est en fait on peut parler plusieurs langues aux enfants. Les enfants font très bien la distinction aussi entre les langues que papa, maman peuvent parler et ils ne vont pas s'ébrouiller. Donc il peut y avoir aussi une transmission partielle du breton ou alors totale si c'est bien, si ça correspond aux envies des locuteurs britophones. D'ailleurs, cette transmission bilingue, avec 2 langues par exemple, vous pouvez imaginer le français et le breton, en fonction des différents contextes aussi, en fonction des envies de la journée, des moments de communication, transmet aussi une identité des bilingues. Ce qui symboliquement permet aussi aux enfants de s'approprier et rentrer dans les langues des parents. Si vous avez appris le breton en âge adulte et que c'est la langue du cœur, la langue avec laquelle vous vous sentez bien, avec laquelle vous êtes à l'aise, et il n'y a pas de difficultés de transmission à vos enfants, super. Si par contre ça reste aussi une langue pour laquelle c'est difficile, une transmission régulière, quotidienne, totale, et bien peut-être qu'il y a d'autres façons de la transmettre par des comptines, des chansons, en allant voir une pièce de théâtre, en la partageant aussi avec une communauté de locuteurs, par exemple. Voilà, des danses, enfin il y a plein de façons de transmettre une langue et la partager. D'accord, merci Anna. Donc, je voulais juste ajouter une chose, on a produit beaucoup de ressources d'informations autour du bilinguisme et du plurilinguisme, et vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Il y a d'ailleurs donc un petit livret et des vidéos avec des spécialistes qui répondent à des questions qui reviennent régulièrement. Est-ce qu'il est possible d'apprendre à lire et à écrire dans plusieurs langues à la fois? Et si les enfants mélangent les langues, est-ce que c'est un problème, etc. etc. Toutes ces vidéos très courtes, de 3-4 minutes, qui répondent à des questions spécifiques, on peut les retrouver sur le site internet. Et puis aussi une affiche pour soutenir les parents dans la transmission de leur langue, qui est traduite dans plus de 20 langues, dont les bretons. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Pour continuer sur le breton, je vais maintenant m'adresser à Stéphane Moine. Alors, moi, comme je suis universitaire, évidemment, je suis venu avec un PowerPoint ou une présentation. Déjà, la première chose, avant même de reprendre la transmission, voir très vite fait comment elle s'est éteinte, cette transmission. Ce que vous voyez en jaune, par exemple, c'est la transmission du français sans le breton, à travers les générations du XXe siècle. Vous voyez bien que la petite ligne rouge tout en haut, c'est ni breton ni français, donc les gens qui parlent notre langue, le breton et le français à la maison. Et puis vous voyez bien que le français breton habituel, breton sans français, se sont progressivement pratiquement éteints au cours du siècle. Ce qui fait que le breton, vous ne le voyez pas parce qu'il est écrit en tout petit, c'est la langue qui s'est le moins transmise de père. Alors c'est pas moi qui ai choisi père, hein, c'est l'INSEE en 1999. De toutes les langues de France, la langue qui s'est le moins transmise de père à enfant en une génération, deuxième derrière le franco-provençal, c'est le breton. Et vous voyez tout en bas, donc si vous ne le voyez pas, je vais vous le dire, les langues qui ont une forte valeur commerciale, on va dire, ou quelquefois simplement parce que la communauté décide de la garder, eh bien elles ont été beaucoup plus transmises, l'anglais en particulier, mais aussi le turc et puis beaucoup de langues asiatiques, hein, comme le chinois, le lao, le khmer, le vietnamien, le tamoul. Donc on en arrive à, par exemple, regardez le breton, comment il est descendu presque tout droit en ligne droite. L'Alsacien, évidemment, il y avait des hauts et des bas, mais ça c'est dû aux 2 guerres mondiales qui ont fait que l'allemand est redevenu officiel à l'école. Le Corse a eu une petite résurgence dans les années 40, mais le breton, lui, est descendu tout doucement. Voici une carte, alors un petit peu traditionnelle. Hein. On sait bien qu'il y a beaucoup plus que 4 dialectes en Basse-Bretagne. C'est pas comme ça que ça se passe. Évidemment, les dialectes, on passe pas une ligne et on parle un dialecte de l'autre côté. Et surtout, regardez en Haute-Bretagne, les grands ronds sont des foyers où, grâce par exemple au milieu scolaire, au culturel, on peut estimer qu'il y a un grand nombre un
assez grand nombre de locuteurs du breton. Quand je dis un grand nombre, il va falloir relativiser, évidemment, je tourne la molette dans le mauvais sens. Quand on demande aux gens quelle variété de la langue ils parlent, et bien curieusement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, regardez le littéraire, soi-disant, 2% seulement des gens considèrent qu'ils parlent le breton littéraire. Et puis, il y en a qui ne savent pas, mais la plupart des gens se rattachent à un dialecte, malgré tout. Après, ils parlent plus ou moins, mais enfin, ils se rattachent à un dialecte. Et puis les gens du centre-Bretagne considèrent qu'ils parlent le breton du centre-Bretagne, qui jusqu'à présent échappait à Cornoiller, Léonard, Trégorois et Van Dijk. Vite fait, un tout petit schéma qui est l'œuvre de Herman Pipet, qui est maître de conférence à l'ESPE, à Saint-Brieuc, qui vous montre que, alors ici vous avez l'endolecte. L'endolecte, c'est le breton parlé par les locuteurs traditionnels. Vous avez le xénolecte, qui serait un breton tout à fait chimique, on va dire, complètement très éloigné de ce que parlent les locuteurs traditionnels. Vous avez éventuellement aussi un néo-xénolecte si à l'école on ne fait pas assez attention à ce que le breton soit proche des formes traditionnelles. Mais vous avez aussi de le néo-endolecte, c'est-à-dire plein de jeunes gens qui, contrairement à ce que tout le monde dit, sont très proches des manières parlées traditionnelles. Et surtout, vous voyez bien avec tous ces points qu'il ne s'agit pas de blocs tout à fait imperméables les uns aux autres. Je vais dans le mauvais sens, comme d'habitude. Voilà. Alors, quelques chiffres maintenant sur la compréhension du breton, c'est l'étude sociolinguistique de 2018. Donc vous voyez, il y a quand même, sur la moyenne des départements, des 5 départements, 9% de gens qui comprennent le breton. Beaucoup plus en Basse-Bretagne qu'en Haute-Bretagne. Beaucoup plus en Centre-Bretagne qu'ailleurs aussi. Le Vendée est en train de se perdre plus rapidement que le reste du breton. Et ça, c'est sans doute un effet de la gentrification ou de la secondarisation de l'habitat autour du golfe. Voilà. Parlez-vous breton? Alors là, c'est beaucoup moins brillant. Il n'y a plus qu'un petit peu moins de 6% de la population qui parlerait breton, ce qui fait à peu près 207 000 locuteurs, 12% en Basse-Bretagne, 1 seul % en Bretagne. On arrive à parlez-vous le breton très bien ou assez bien? C'est en Centre-Bretagne qu'il y a le plus de gens qui parlent très bien ou assez bien, mais c'est aussi le pays le moins peuplé. Je laisse les villes et je vous montre simplement que, curieusement, entre 2007 et 2018, on se trouve avec une relative stabilité, en fait. C'est qui a beaucoup surpris beaucoup de monde. Et en fait, l'explication plausible, c'est que sans doute en 2007, il y avait une sous-évaluation parce que l'échantillon était beaucoup plus petit. C'était un échantillon d'à peu près 1000 personnes. Cette fois-ci, il y a eu 8400 personnes. Alors, la fréquence d'utilisation maintenant. Et ça, c'est important qu'il indique parce que ça a à voir avec la manière dont on le transmet ou pas, hein, si on ne parle jamais. Regardez ce qui se passe. La grosse différence entre 2007 et 2018, c'est en fait le nombre de gens qui savent le breton, mais qui ne le parlent plus à personne. Et ça, c'est ce que vous voyez aussi ici. Hein. C'est-à-dire que ça continue à baisser. Les locuteurs déclarés ont augmenté, mais les locuteurs effectifs, qui disent oui, je parle breton assez souvent, a baissé. Ce qui est rassurant, c'est de voir que plus on est jeune, plus on utilise fréquemment le breton qu'on sait. Vous voyez, les 70 ans et plus, peut-être qu'ils n'ont plus de personnes autour d'eux, mais les 15-24 ans considèrent qu'ils parlent assez souvent, au moins une fois par semaine, le breton. Voilà, alors peut-être que je vais te laisser me poser une autre question avant de continuer, comme tu veux, ou alors je continue encore, attendez, je vais pas... Voilà, la pyramide des âges. La pyramide des âges, elle est catastrophique, dans un sens, mais regardez comment elle commence un tout petit peu de manière... encore assez subtil, à s'élargir à la base. Ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui rencontrent, qui commencent à parler la langue. Alors voilà, le mode d'acquisition, dont tu me posais la question tout à l'heure. Le mode d'acquisition, vous voyez bien qu'au-delà de 70 ans, on l'apprenait par les ascendants. Papa, maman, grand-père, grand-mère, tacos, mangos. Et puis, sans surprise, les 15-24 ans, 90% l'ont acquis cette langue par l'enseignement. Malgré tout, 10%, ce qui est loin d'être négligeable, a au moins un de ses ascendants qui a transmis cette langue.
Et puis vous voyez ici que l'on peut aussi l'apprendre avec le père, la mère, et en suivant des cours du soir, et autres aussi. Les beaux-frères, le travail, le métier, un oncle, une nounou, le bagat, en autodidacte, à la crèche, plein de choses comme ça. L'alphabétisation, on le sait, est très peu répandue en breton, beaucoup moins que dans les autres langues celtiques, en particulier en gallois, mais aussi en irlandais. Mais c'est pas trop catastrophique en fin de compte, on se rend compte que les gens lisent. Alors je ne sais pas ce qu'ils lisent, hein, parce que vu le peu d'abonnés ne serait-ce qu'à IA, qui est le plus facile à lire, qui est toutes les semaines, à peu près 1300 abonnés, je pense qu'ils lisent surtout la page du Télégramme en breton du jeudi. Voilà. Les jeunes sont bien entendu très alphabétisés, puisqu'ils ont appris le breton à l'école. Tu m'avais demandé aussi de parler un petit peu des médias, mais je ne vais pas faire les questions et les réponses. Non. Oui, justement, est-ce que cette transmission, elle peut se faire dans l'enseignement? C'est ce qu'on a constaté surtout dans ces dernières années chez les nouveaux locuteurs, par voie familiale. Et est-ce que justement, il y a d'autres domaines qui peuvent encourager la transmission, notamment les médias, puisqu'il y a aujourd'hui une production en langue bretonne, en langue régionale. C'est vrai que de toute façon, on n'apprend pas une langue, surtout une langue, on va dire, qui n'a pas une énorme valeur économique, mais plus une valeur soit identitaire, soit, comment dire, personnelle, individuelle, affective. On l'apprend forcément pour des raisons de créativité. S'il n'y a pas de créativité, il n'y aura pas envie d'apprendre cette langue, c'est clair. Alors les médias, vous le voyez peut-être ici, les médias les plus utilisés sont définitivement la radio et la télévision. Je le dis parce que mes jeunes étudiants à Rennes, comme ils vivent dans le monde d'Internet, sont persuadés que tout le monde utilise l'Internet. Eh bien non, sur les 207 000 locuteurs du breton, évidemment que ce n'est pas Internet qui est le plus utilisé, puisqu'on a vu qu'ils ont en majorité plus de 70 ans. Donc la radio et la télévision, mais surtout les radios, les diverses radios, sont un excellent mode de transmission de la langue, ou de maintien en tout cas de la langue, puisque chacun chez lui peut, par le biais de la radio, être ensemble, faire groupe avec les autres. J'ai quand même mis un petit schéma ici qui vous montre les réseaux sociaux, mais est-ce qu'ils correspondent réellement à la réalité de 2019 ? Pour le breton, pour le français certainement, pour l'anglais n'en parle pas, le chinois aussi, mais est-ce que pour le breton on en est là? Je n'en suis pas sûr. Est-ce que déjà les interfaces n'existent pas quelquefois, et elles sont difficiles à obtenir. Les négociations avec tous les grands, que ce soit Facebook ou que ce soit tous les autres, sont très difficiles. Ceux qui arrivent vraiment à avoir des interfaces dans leur langue sont les minorités qui ont, on va dire, un gouvernement autonome. Par exemple, Barcelone ou au Pays Basque Sud. Mais en Bretagne, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile, on avance tout doucement. Tu voulais Oui, justement, est-ce que les médias, notamment le breton qu'on entend dans les médias, influencent les pratiques du breton aujourd'hui chez les jeunes locuteurs et oui, quelles sont les tendances qu'on peut observer? Est-ce qu'il y a une évolution du breton utilisé? Je travaille beaucoup là-dessus, effectivement. Ce qui est difficile à savoir, c'est de mesurer. Par exemple, ça n'a pas fait l'objet des questions qui ont été posées, évidemment. Chaque question dans un sondage sur 1400 personnes coûte très cher, hein, puisque l'étude a coûté 25 000 €, donc vous imaginez bien que chaque question est choisie ou évacuée. Voilà. Donc on n'a pas posé la question. Donc moi j'ai que des faits un petit peu qualitatifs, si vous voulez. Ce dont je me rends compte, c'est que quand un animateur ou un journaliste de radio qui parle un breton très traditionnel, mais qui connaît le breton écrit, qui connaît le breton des jeunes, s'entretient justement avec un jeune qui parle un breton beaucoup plus scolaire, il n'y a aucun problème d'intercompréhension. Si vous écoutez Radio Kreisbreis par exemple, et que vous écoutez Jan Berguyada, il invite aussi bien des éleveurs laitiers que des jeunes lycéens, et il s'entretient à la radio avec les uns et les autres sans aucun problème. Ce qui montre que ce serait tout à fait possible à grande échelle, puisque Jan Berguyada est passé d'une sans doute compréhension très faible du breton des jeunes à une intercompréhension sans problème, hein, et même à un emprunt au breton dit littéraire aujourd'hui. Donc
si les médias en langue bretonne étaient beaucoup plus développés, je pense qu'aujourd'hui on parlerait beaucoup moins de toutes ces histoires, de ces palmes bretons, parce que tout simplement, c'est ce qu'on observe au Pays Basque Sud. Au Pays Basque Sud, ils ont une télévision depuis 40 ans maintenant, ils ont toutes sortes de radios, ils ont évidemment l'école, hein, qui est pour tout le monde. Tout le monde maintenant est à l'école en basque, 50% ou 90%, ou tout le monde va à l'école en basque au Pays Basque Sud. On parle plus de ce problème. On voit ici que beaucoup de gens auraient aimé savoir le breton, hein, beaucoup plus que les 6% dont on parlait tout à l'heure. Et plus intéressant encore, aimeriez-vous ou auriez-vous aimé que vos enfants sachent le breton? Et c'est là qu'on voit la grande amplitude qu'on pourrait avoir si l'enseignement du breton était offert partout, dans toute la Bretagne. Quand je dis dans toute la Bretagne, voilà pourquoi. Parce que aussi bien en Basse-Bretagne qu'en Haute-Bretagne, on trouve les mêmes chiffres. Il y a à peu près un tiers des parents qui souhaitent, alors évidemment c'est ce qu'on appelle en anglais wishful thinking, ça veut dire souhaiter sans forcément aller jusqu'au bout, hein, mais voilà, toujours est-il que ce sont des chiffres intéressants. Et alors je continue pour aller vers ce que nous disait Véridique, c'est-à-dire la comparaison. Alors là vous voyez, ce sont 3 cartes où on voit tout en haut à droite, là où on parle le plus breton, tout en bas à gauche, là où on est le plus attaché au breton, et puis le souhait que les enfants sachent le breton. Et là il y a un hic, parce que le centre-Bretagne, qui est le plus attaché au breton, qui parle le plus breton, n'est pas celui qui demande le plus de breton pour ses enfants. Et il y a vraiment un travail à faire dans ce pays-là en particulier. Parce que regardez ce qui se passe. La courbe qui monte très haut, et l'autre juste à côté, puis ensuite un petit peu moins vite, ce sont dans l'ordre le basque, je ne sais pas exactement, je ne vois pas trop à cette distance, le corse, l'alsacien et le basque. Hein. Toujours est-il que le breton, regardez sa progression, la progression dans l'enseignement bilingue, tout confondu, Diwan, catholique et public. Regardez cette petite progression toute molle là, qui existe depuis maintenant une quarantaine d'années, mais qui ne va certainement pas assez vite. Donc il va falloir faire autrement. Il va falloir continuer à transmettre, attendez, je vais dans le mauvais sens, par la famille. Et voilà, à Carhaix, il y a quelques années, en 2014, il y a eu une très belle étude qui a été faite par l'INSEE et par l'Office de la langue bretonne. 2 tiers des foyers carhésiens ont répondu, ont accepté de répondre. Et là, si on prend seulement les locuteurs de breton de tous les âges, on voit que le taux de locuteurs avec enfants qui parlent régulièrement breton avec leurs enfants, eh bien, il est plus grand chez les jeunes que chez les anciens. Alors, la diapo est légèrement coupée, alors... Ici. Ah bah voilà. Tac. Voilà. Même chose avec les conjoints, regardez. Évidemment, les plus de 80 ans, beaucoup d'entre eux parlent breton entre conjoints. Puis après, ça se passe un petit peu dans les générations du milieu. Et puis les 20-29 ans, qui parlent breton tous les deux, parlent à nouveau plus breton l'un avec l'autre. Donc ça, c'est très encourageant aussi. Et je continue, voilà. Ça, c'est avec les enfants. Hein, on a vu ça tout de suite. Alors, il y a un petit différentiel entre les femmes et les hommes quand il s'agit des amis. Alors, ce qui est encourageant, c'est que aussi bien les femmes que les hommes de 20 à 39 ans parlent beaucoup plus breton avec leurs amis que la génération juste après, de 40 à 59 ans. On parle bien des locuteurs. Hein. C'est des gens qui savent le breton, donc ils pourraient l'utiliser, mais qui ne le font pas. On voit bien que, la nouvelle génération le fait beaucoup plus. Et à chaque fois, les femmes le font moins que les hommes. Et une très intéressante étude, et ce sera mes 2 dernières diapos pour l'instant, une de mes doctorantes qui s'appelle Catel Chantreau, qui est très dynamique, a commencé une thèse de doctorat sur la reprise de la transmission familiale à la maison, dans les foyers de jeunes parents. Et elle a donc un bel échantillon qu'elle a constitué par la méthode de la boule de neige, hein, en demandant à un ami d'un ami. Elle a réussi à avoir 450 réponses pour l'instant. Et elle se rend compte que à peu près 44% des parents, donc bretonnants, brétophones, considèrent transmettre la langue de manière forte, c'est-à-dire qu'ils parlent presque toujours breton à leur enfant. Et certains d'entre eux c'est intermédiaire, d'autres faibles, et puis quelques-uns inexistants. Et là encore, toute dernière diapo,
ce sont les maires qui transmettent le moins le breton de manière forte, pour l'instant. Je pense que les choses sont en train de changer. Parce que vous voyez que les pères, alors ce que j'ai pas mis ici, c'est que, c'est pour la petite histoire, les pères se considèrent aussi, quand on leur pose la question « Parlez-vous bien breton ?», en général, ils ont une très haute image de leur propre breton, et les mères à côté beaucoup moins. Donc là, alors que je peux vous dire, en tant qu'enseignant moi-même, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. D'une part, il y a énormément de femmes dans toutes les formations de breton, surtout les formations longues, formations de 6 mois et de 9 mois qui ont lieu un peu partout en Bretagne maintenant. À chaque fois, je vois à peu près 3/4 de femmes. Et donc je pense que les choses vont changer. Mais vous voyez, des recherches en tout cas sur la sociolinguistique bretonne nous éclairent énormément pour savoir dans quel sens aller. Merci beaucoup Stéphane et pour ces données qui sont très récentes, très actuelles et qui montrent des signes encourageants sur la transmission des langues de France. Nous regrettons aujourd'hui un intervenant qui s'est malheureusement désisté à la dernière minute pour des raisons médicales. Donc Benazet Davias, directeur du congrès permanent de la langue occitane, et donc ce congrès permanent travaille sur l'élaboration justement d'outils qui permettent aux langues régionales de continuer à être fonctionnelles dans le monde moderne, et donc notamment des outils numériques. Et justement, Benazet Davias développe des outils tels que des claviers prédictifs pour écrire des SMS sur les téléphones portables. Donc il s'agit justement d'introduire en fait dans la mémoire du téléphone des corpus. Et donc actuellement, il a développé un projet de clavier prédictif dans le cadre des travaux du Congrès en picard, en alsacien et en occitan. Donc on espère que les Bretons s'en empareront aussi. Ce congrès permanent qui est très en avance sur le développement des technologies de la langue pour les langues régionales est tout à fait prêt à travailler et à mutualiser ses compétences avec les autres régions. Et donc ils ont développé notamment des correcteurs orthographiques pour l'occitan, mais aussi des outils de reconnaissance vocale. L'idée c'est que aujourd'hui on vit de plus en plus dans un monde dominé par les nouvelles technologies. On se met maintenant à parler à nos téléphones, à poser des questions à notre téléphone qui nous répond. Et bien justement, pour pouvoir continuer à faire vivre ces langues, il faut aussi que les technologies soient adaptées et que notre téléphone puisse par exemple comprendre le breton. Et donc c'est ce que développe le Congrès permanent de la langue occitane. Et il encourage également la contribution sur Wikipédia d'articles en langue régionale. Alors si vous allez sur Wikipédia, vous pouvez constater que souvent vous pouvez trouver l'information aussi en langue régionale, en basque, en breton, mais c'est encore à développer. Et là, il s'agit en fait de la responsabilité de tous, puisque Wikipédia, il s'agit de contribuer, de faire contribuer le public. Donc là aussi, je crois que c'est un enjeu aussi pour les jeunes qui sont confrontés à Internet au quotidien, de pouvoir accéder à des informations dans les langues minoritaires également qui souhaitent continuer à parler. Alors, on a parlé un petit peu de l'enseignement, mais je voudrais justement faire un point plus précis là-dessus, un point d'actualité sur l'enseignement. Oui, pour poursuivre un petit peu sur ce préambule, la loi d'Eixon de 51, en fait, elle a commencé à être appliquée un petit peu que plus tard, bien des années plus tard, elle n'a pratiquement pas été utilisée. Il y avait par exemple André Mercer, qui était un instituteur public laïque, dans la commune de Glomel, qui l'utilisait à l'école, mais c'était l'un des rares à le faire. Et en réalité, pour voir un renouveau de la langue bretonne qui est symbolisé, enfin plutôt
transcrit ici dans les graphiques qui ont été montrés par Stéphane à l'instant, c'est-à-dire la reprise. Il a fallu attendre 1977 en Bretagne par la création des écoles associatives. Ça a été un moment charnière parce que les militants à l'époque disaient c'est le jour ou jamais, si on ne le fait pas aujourd'hui, on ne le fera jamais. Et d'ailleurs, cette idée, ils l'ont eu au Pays Basque, puisqu'ils sont allés au Pays Basque, et les Basques ont commencé leurs écoles associatives en 1969, ça fait donc 50 ans, et on fête cette année donc le 50e anniversaire de la création des écoles en langue basque. Il va y avoir une grande fête à l'automne prochain. Donc on a vu 1977 ce renouveau, et là je signalerai quelque chose qui n'est pas très connu. En 1980, Louis Le Pinsec, donc ministre breton bien connu, qui a été chargé notamment de la mer et puis après des territoires d'outre-mer, qui avait un regard très positif sur les langues minoritaires, puisque il a milité dans ce sens-là, notamment en Nouvelle-Calédonie. Donc il avait introduit dans une proposition de loi à l'époque, donc avant l'élection de 1981, la reconnaissance du bilinguisme, en faisant référence à la création des écoles du monde en Bretagne. Dans le préambule, enfin l'exposé des motifs de la proposition de loi. Et après l'élection de 81, il y a eu donc une circulaire Savary, qui a permis, une simple circulaire, qui a permis le début du développement des classes bilingues dans l'enseignement public. Alors ça c'est pas venu du jour au lendemain. Il ne suffit pas de mettre quelque chose dans une loi, vous le savez, dans un tas de domaines pour que ça s'applique. Il faut qu'il y ait une volonté de la société aussi pour avancer dans ce sens-là. Alors progressivement, grâce aux associations de parents d'élèves, notamment DBS, c'est rentré dans le public progressivement. En 1990, une association l'a fait en ce qui concerne les écoles privées, dans l'enseignement catholique. Et ça s'est développé jusqu'en 1980, jusqu'à aujourd'hui. Mais il est assez remarquable que c'était une simple circulaire qui permettait cet enseignement bilingue. Et il a fallu attendre la loi Pellion, c'est-à-dire 2003, pour que le bilinguisme soit introduit dans la législation française. Donc on voit la lenteur avec laquelle cela progresse en France. Bon. Et puis, il y a eu cette fameuse charte européenne, effectivement, pour laquelle on s'est battu, la charte européenne des langues régionales ou minoritaires, avec laquelle la France disait, mais on est tout à fait d'accord, parce que, en fait, pour ratifier la charte, il fallait reconnaître 35 dispositions sur 95. Donc avec le minimum qu'avait signé la France, effectivement sous Jacques Chirac, le Conseil constitutionnel avait dit que tout ce qui est reconnu par la France, il n'y a aucun problème, c'est pas contraire à la Constitution. Ah oui, mais sauf que dans le préambule, il y a quelque chose qui nous gêne, parce que dans le préambule, il est marqué que, conformément au droit international, les populations ont le droit d'utiliser leur langue dans la vie privée comme dans la vie publique. Ils ont dit, ah mais ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible, c'est contraire à la Constitution, donc on ne peut pas ratifier la charte. Et donc on en est resté là. Sauf que, un peu plus tard, ça c'était au début des années 2000, 1999 en fait, donc le Conseil constitutionnel déclare la charte non conforme, bien que ce qui a été signé était conforme. Un peu compliqué à comprendre, mais en 2008, un député breton encore, comment le Fur, réussit à faire un amendement lors de la réforme constitutionnelle. On crée un nouvel article qui est passé à une seule voix. L'ensemble de la modification constitutionnelle est passé à une seule voix.
mais elle est passée, alors c'était la droite qui était au pouvoir, hein, il faut se souvenir, mais c'est passé grâce à la voix de Jacques Lang, hein, qui avait été l'un des soutiens d'ailleurs, qui avait essayé de passer un accord avec les écoles associatives d'Iwan pour les intégrer dans l'éducation nationale. Et le Conseil d'État, à l'époque, avait empêché cette intégration, non pas pour des raisons constitutionnelles à l'époque, mais pour des raisons de non-conformité avec les exceptions qui étaient prévues dans la loi sur l'usage des langues régionales. Je veux dire par là que la loi sur la langue française de Jacques Toubon avait stipulé que la langue de l'enseignement, des examens, des concours, des thèses, était la langue française. Alors, il avait été introduit une disposition après, sauf pour l'enseignement, sauf pour les exceptions qui sont justifiées par l'enseignement des langues étrangères. Et c'est là qu'est intervenu un sénateur alsacien, cette fois, Goetschi, pour rajouter un tout petit amendement. Après les langues étrangères, il avait dit « et les langues régionales ». Voilà, hein, comment évolue la loi, hein, c'était pas la Constitution à l'époque. Et donc c'était au regard de ces exceptions qu'il était possible d'utiliser les langues régionales, hein, dans l'éducation, enfin, dans l'enseignement bilingue. Sauf que le Conseil d'État avait considéré qu'on utilisait trop de breton dans les écoles du Yuan et que ça allait au-delà des exceptions prévues par la loi. Bon. Alors les écoles d'Iwan, précisons-le, sont en fait des écoles associatives sous contrat avec l'éducation nationale. Oui, mais c'est pas venu du jour au lendemain. Oui, c'est pas... Mais bon, alors, Tanguy, merci pour ces éclaircissements. Oui, bien sûr, on n'a toujours pas ratifié la charte, et bon, là, je crois que, en tout cas, ce n'était pas plus une promesse du nouveau président, comme ça a été pour le dernier. Mais alors, aujourd'hui, en 2019, est-ce que tu es optimiste sur les évolutions de la place des langues régionales dans les cursus de l'éducation nationale? Alors, aujourd'hui, la situation est compliquée. Hein. Alors, c'est pas une question d'optimisme ou de pas d'optimisme, c'est une question de volonté. Qu'est-ce que changerait la réforme Blanquer pour les élèves qui... Oui, alors il y a deux questions que l'on mélange un petit peu parfois, hein, en particulier au niveau associatif. Bon, il y a eu récemment une réforme du lycée du bac, et qui n'a pas de lien direct avec la loi qui est en cours de vote actuellement au Parlement, c'est-à-dire l'école de la confiance, hein, comme elle est nommée. Hein. Donc il y a une loi qui est en cours de vote, je vais y revenir, mais avant il y a eu une réforme, tout le monde en a entendu parler, ça en fait assez parler, notamment parmi les jeunes, il y a pas mal d'opposition. Bon, il s'agit simplement de modifications réglementaires qui rendent beaucoup moins attractif l'enseignement des langues régionales aujourd'hui. Hein, auparavant, on pouvait prendre une langue régionale en option et obtenir notamment des points supplémentaires au bac au-dessus de la moyenne. On ne comptait pas si on était en dessous de la moyenne, mais au-dessus de la moyenne, on avait des points supplémentaires au bac. Donc c'était quelque chose d'attractif pour les élèves pour passer le diplôme. Aujourd'hui, la réforme a supprimé cette disposition. Et pire que cela, c'est-à-dire que la réforme fait qu'aujourd'hui, si on veut étudier une langue régionale dans le secondaire, on est obligé d'abandonner d'autres options, d'abandonner d'autres langues notamment. Or, ce qu'on demande, ce n'est pas de remplacer une langue étrangère, je ne sais pas, l'anglais, l'allemand ou d'autres langues, l'espagnol, par une langue régionale, c'est de pouvoir étudier la langue régionale en plus, hein, dans un esprit de plurilinguisme, et langue s'additionnant, ne pas se soustrayant. Or, c'est ce que fait la réforme du bac avec Blanquer. Donc,
Cela gêne en particulier les Occitans, parce que les Occitans donc, sont montés au créneau, en particulier contre cette réforme, alors que peut-être qu'en Bretagne ou au Pays Basque, on y a prêté moins d'attention de notre côté, parce que nous, on travaille beaucoup plus sur le développement des filières bilingues, et donc on était peut-être moins impacté par cette réforme, mais en Occitanie, bon, il y a beaucoup de gens qui étudient l'occitan comme matière. Et donc cela risquait de tarir complètement cet accès, en grande partie cet accès à la langue occitane. Alors le ministre répond: ah mais vous avez complètement tort, vous n'avez rien compris à ma réforme, parce que grâce à la réforme, maintenant la langue régionale devient une matière de spécialité. C'est-à-dire qu'en tant que telle, elle est valorisée. Oui, mais comme vous ne pouvez pas apprendre la langue occitane avec ce que vous avez envie de faire par ailleurs, c'est-à-dire si vous voulez faire des études linguistiques dans d'autres domaines ou aller dans une filière plus scientifique, eh bien vous ne pourrez pas faire d'occitan. Hein. Et c'est là qu'il y a problème, parce que la question est de savoir quel usage on peut faire de la langue. Alors, la question fondamentale, elle est un peu là, c'est-à-dire que le ministère considère que les langues régionales, en fait, c'est du domaine de la culture, d'une spécialité qui est utile dans certains domaines, pour les spécialistes, pour l'université, mais ce n'est pas une langue d'usage quotidien. Or, dans le milieu associatif, au contraire, on milite, on œuvre pour que ce soit une langue de culture, bien évidemment, mais qui doit être aussi la langue de l'usage quotidien, qui permette, comme on disait tout à l'heure, la transmission familiale, qui permette de faire des créations, que ce soit en théâtre, que ce soit en cinéma, que ce soit dans la littérature, enfin une langue d'usage quotidien. D'accord. Donc on n'est pas très optimiste aujourd'hui sur la place des langues régionales dans l'enseignement donné par l'éducation nationale. Mais peut-être justement, je vais me retourner vers Anna Stevanato. On parlait de l'enseignement qui parfois est décevant. On n'a pas toujours l'occasion, déjà, ça a été très lent à mettre en place, comme l'a rappelé Tanguy. Alors justement, dans le domaine périscolaire, que peuvent proposer les associations comme Dulala, puisque vous élaborez des outils pour faire vivre les langues et pour travailler le bilinguisme des enfants. Est-ce que tu peux nous en montrer des exemples? Alors effectivement, l'idéal serait que les enfants, tous les enfants, aient droit à un enseignement dans leur langue familiale. Mais c'est très compliqué, surtout en France, on vient d'en discuter. Alors, à Dulala, de l'un à l'autre, on a mis en place des outils pédagogiques, des ressources, pour accueillir, valoriser, exploiter, révéler les langues des enfants. Et on le fait à travers des outils de différents types, merci beaucoup. Des boîtes d'histoire, des albums jeunesse, des CD comptines, etc. etc. Des outils en français. Donc l'enseignante peut s'en emparer, même si elle ne parle pas d'autres langues ou peu d'autres langues. Et l'idée, c'est que les enfants même, qui connaissent d'autres langues que le français, puissent intervenir, enrichir les histoires, les contes, les comptines, en utilisant leur langue familiale. Un de ces outils qui fonctionne vraiment particulièrement bien, c'est le Kamishibai plurilingue. Est-ce que quelqu'un connaît le Kamishibai? Une main levée? Oui, 3, 4. Oui. Alors, Kamishibai vient du Japon, ça veut dire théâtre de papier. C'est une technique narrative que les conteurs de rue utilisaient, qui se compose par un boutaï, par un boutaï, donc un castellet en bois à 3 portes. Vous voyez, notre Dulalienne Anne est en train de l'ouvrir. Et dans ce castellet en bois, on glisse des planches. Avec un côté visuel, donc illustration, et puis de l'autre côté, il y a un texte. Là, je vous ai apporté un des lauréats de l'édition précédente. Raconte Poisson jeune. C'est une histoire écrite
par une classe de maternelle de l'école des Balmaïra dans l'Aude. Et c'est un kamishibai, une histoire qui est écrite en français, qui est traduite aussi en occitan et en anglais. Et la spécificité de cette histoire, c'est que dans le texte en français, il y a de langues qui viennent d'ailleurs, qui se glissent dedans. Je vais vous faire une petite démonstration, même si je n'ai pas les bouteilles. Hein? Merci. Raconte, poisson jeune. Concours Kamishibai plurilingue d'Ulala 2016. Poisson jeune part de Chine et dit Taïwan à son ami le panda car il veut se faire d'autres copains. Sal et hop. Après avoir nagé, poisson jeune fait une pause en Inde. Là, il rencontre un éléphant à qui il dit Namasté, bonjour en hindi, et il décide de jouer à cache-cache. L'éléphant est trop gros. Poisson jaune gagne et reprend sa route. Ek, do, tin, et hop, etc., etc. Donc vous voyez, et derrière, en fait, il y a la traduction en occitan et en anglais. Mais avec du plurilinguisme à chaque fois. Petit poisson, voilà, il découvre le monde, les pays, et à chaque fois, il remporte avec lui quelques petits mots. Et ces petits mots qui se sont glissés dans l'histoire, ce sont les enfants qui les ont apportés. Donc ce sont des enfants qui sont devenus experts de leur langue, qui ont appris des choses à leurs camarades et même à la maîtresse. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Donc ce sont des petits outils, des ressources pédagogiques qui intéressent beaucoup les enseignants parce que là-dedans, il y a du français, il y a l'ouverture sur le monde avec cette dimension internationale, plein de langues dedans. On est sur la confiance en soi, la valorisation aussi des compétences des enfants. Puis on est sur les arts plastiques. Hein? Et puis on peut, au collège par exemple, imaginer de mettre dans le projet et travailler avec plusieurs professeurs. Donc c'est un projet assez complet. Et on a lancé un concours en 2014. Et ce concours fonctionne toujours, il fonctionne plutôt pas mal, au point qu'il y a d'autres acteurs éducatifs dans le monde qui ont repris cette idée des concours et qui le mettent en place en Grèce, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, en Chine et en Portugal. De valoriser les connaissances des élèves dans les langues, même si elles sont partielles. Complètement. Et juste, je n'ai pas compris pourquoi tu disais que c'est traduit en occitan. Est-ce que les élèves occitanistes peuvent jouer le jeu en occitan aussi? Absolument. Donc ça a été traduit en 2 langues, en occitan et en anglais. Là, c'était une école d'ailleurs bilingue. Donc la langue de l'école a été mise au profit pour cette création, mais pas seulement les langues apprises et enseignées à l'école, aussi les langues familiales, les langues des enfants, les langues de l'immigration, qui ne trouvent pas forcément de place à l'école. D'accord. Merci. Et maintenant, j'aimerais me tourner vers Igo Drané, parce que donc on a parlé de la transmission qui peut se faire via l'école, via des exercices scolaires, via des exercices, des jeux plutôt ludiques, à la créativité, comme tu nous l'as montré. Et justement, Igo, toi qui es à la fois enseignant et artiste, est-ce que tu peux nous parler aussi de la transmission via la pratique artistique et via la pratique des traditions culturelles populaires? Alors, bien entendu, tout ce qui a été dit jusqu'ici concerne également les langues dites créoles. Et même si c'est en dehors du terrain artistique, les choses en général concernent les langues créoles. Mais pour en venir au plan artistique, c'est vrai que, alors, je vais prendre une image comme ça. Il y a des gens qui veulent exprimer des idées, et parfois ils vous font des tracts, d'accord, militants. Ils
me disent par exemple, traduis-moi ça en créole. Je dis, c'est intéressant, mais ton truc, c'est un tract. Si on dit les choses de façon artistique, ça passe mieux, ce qui est assez vrai. Et je fais un parallèle, par exemple, avec une chanson de Brassens que vous connaissez, Garogori. J'estime que cette chanson, c'est un formidable plaidoyer contre la peine de mort. Après, chacun a la position qu'il veut. Eh bien, je trouve que, dit comme ça, c'est mieux que s'il était allé faire un grand discours. Parce que, pensez à la fin de la chanson, le juge criait maman, pleurait beaucoup, comme, enfin, au moment suprême, comme l'homme à qui il a fait le matin même couper la tête. Voilà. Alors, le domaine artistique, c'est forcément très intéressant parce que les gens viennent écouter, participer, danser, ils retiennent des formules qui sont après voilà, utilisées très souvent par les gens du public parce que ça marque, ça frappe. Hein. Lorsque vous allez à une soirée, un chanteur que vous aimez, un conteur que vous aimez, il utilise des termes, ces termes vous frappent et après c'est introduit ou réintroduit dans la langue des termes qui ont disparu. Alors, le milieu associatif est très important parce que le milieu associatif fait appel beaucoup aux artistes en dehors des rassemblements culturels, des rassemblements où on invite les gens à parler, à réfléchir, à lire, à voir ce qui est traduit. Chez nous, je vais remonter aux chansons traditionnelles que l'on appelle les chansons négro-africaines, que l'on appelle chansons belé, de rythme belé. Là, vous avez des gens qui sont dans ce qu'on appelle la tradition, qui ont inventé et créé des choses qui sont nées après la période esclavagiste. Parce qu'on est dans un contexte avec les créoles très particulier, qui n'est pas le même contexte que dans beaucoup d'autres langues. Or, ces gens-là ont créé et inventé beaucoup de choses qu'ils ont apprises de la vie, les choses tristes, les choses gaies. Et ces gens ont une intelligence remarquable qui n'est pas formatée par un système d'éducation qui veut nous faire d'une façon ou d'une autre. Alors, en cela, je dis que le milieu artistique, il est donc très intéressant, très porteur, et on n'imagine pas non plus. Alors, moi, je parle créole martiniquais, mais je parle les autres créoles ici, guadeloupéen, guyanais, indonais, je comprends le créole haïtien, etc. On imagine mal, si vous voulez, que ces choses-là se fassent en langue française. Donc, il y a des choses qui ne sont pas traduisibles, et du fait que ces choses-là sont faites en langue créole, si jamais on devait interdire ça, ne pas les faire, eh bien, ces formes de tradition-là ne survivraient pas parce qu'il y a des choses qui ne peuvent être faites qu'en langue créole. Et ça donne un rôle très particulier aux artistes. Après ça, on parle français, on chante en français, on compte en français, d'ailleurs je compte en français aussi, en français et en créole. Voilà. Est-ce que ça répond globalement à votre question? Mais il y a différents pôles de transmission en dehors de l'artistique. Merci beaucoup aussi de nous montrer que transmettre une langue régionale, une langue de France, enfin une langue quelle qu'elle soit, c'est forcément aussi transmettre un patrimoine culturel qui va avec et des traditions qui sont parfois ancestrales. Et donc justement, la voie artistique est une belle manière de faire vivre tout ça et de faire entendre aussi la vision du monde et la culture portée par une langue. Si je peux me permettre, vous m'entendez? Juste ajouter que chez nous, on aime beaucoup les onomatopées. Alors c'est pour ça que vous m'avez entendu faire des wap-wap, etc., flip-flap, voilà, il y a beaucoup d'onomatopées. Et même lorsqu'on parle français, on peut être dans l'esprit créole. Par exemple, de ce que de, voilà, c'est une langue très particulière, etc. Merci. Alors, si tu dois partir, merci de ta présence. Et je me change, si j'ai jusqu'à... Je vous rejoins un petit peu juste. Ah, d'accord. Alors, nous avons encore du temps pour échanger. Nous voulons garder du temps pour vous laisser la parole parce que vous avez peut-être des questions. Je me tourne vers les différents intervenants. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose suite à ce qui a été dit? Alors, ça m'a fait penser à un autre lauréat du concours Camus Plurilingue
Le lauréat du coup de cœur de l'édition 2016, c'était une école en Guyane qui l'a réalisé. Et donc ça, c'est un petit clin d'œil au créole. On peut travailler aux langues, donner les goûts des langues, aussi à travers la nourriture, des recettes. Et ces enfants ont créé une histoire autour de la soupe jumeau. Merci. Alors peut-être nous allons clôturer cette table ronde maintenant et continuer les festivités ailleurs. Avant de vous laisser partir, je tenais à remercier tous les organisateurs de cette table ronde, donc la mission bretonne et les membres du CA, et tout particulièrement Françoise Le Boisiou et Benjamin Lacour, et toute l'équipe de bénévoles avec qui nous avons travaillé, Marie Abriou, Nicolas Lemoine, Geoffrey Roger, Gaël Simon, Camille Lefloc, Yann Moulas, Cyril Guidian, et surtout je voudrais adresser des remerciements tout particuliers à Gun Guyader, la cheville ouvrière de cet événement et l'initiatrice